Tout commence en 1816, l'année qu'on a appelée l'année sans été. Une éruption volcanique a plongé le monde dans une brume froide et permanente. Le ciel était gris, les récoltes mouraient. Et dans une villa près du lac Léman, un groupe d'amis s'ennuyait. Parmi eux, Marie Shelley, 18 ans à peine, fille de philosophe, amoureuse du poète Percy Shelley. Et cette nuit-là, à la lueur des chandelles, un autre écrivain, Lord Byron, lance un défi. Chacun de vous va écrire une histoire de fantôme. Marie Shelley rêve alors d'un jeune scientifique obsédé par la création de la vie qui finit par donner naissance à un être monstrueux. Un monstre qu'il rejette aussitôt, parce qu'il ne supporte pas ce qu'il a lui-même créé. Et c'est de ce cauchemar qu'est né Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mais Frankenstein, ce n'est pas seulement une histoire de peur, c'est une fable sur la solitude, la responsabilité, la création. Un roman écrit par une femme très jeune, dans un monde qui ne croyait pas qu'elle pouvait en être l'auteur. En 1818, Mary Shelley invente plus qu'un monstre. Elle invente un archétype, celui du créateur qui va trop loin, celui du génie qui se prend pour Dieu. Et depuis plus de 2 siècles, le cinéma ne cesse de le réinventer. Quand le cinéma s'empare de Frankenstein, il ne met pas longtemps à en faire un mythe visuel. En 1931, James Whale réalise la première grande adaptation chez Universal. Et c'est là que naît le visage du monstre qu'on connaît tous. Le crâne plat, les électrodes, le costume trop grand. Boris Karloff y joue la créature avec une tristesse immense, une innocence presque enfantine. Ce n'est plus seulement un monstre, c'est une victime. Mais à l'époque, le public ne voit pas encore la nuance. On vient au cinéma pour avoir peur. Et pourtant, derrière la foudre et les cris, Frankenstein parlait déjà de création, de rejet et d'un homme qui refuse d'assumer ses actes. Plus tard, dans les années 50 et 60, les studios Hammer relancent le mythe. Cette fois, le monstre devient plus sanglant, plus charnel, plus humainement monstrueux. Sous la direction de Terence Fisher et avec Peter Cushing en docteur obsédé, l'horreur se fait plus viscérale et plus morale aussi. Le message, quant à lui, reste le même. Quand on joue avec la vie, c'est toujours la mort qui finit par répondre. En 1994, Kenneth Branagh signe Mary Shelley's Frankenstein, un film flamboyant, baroque, presque opéra, avec Robert De Niro dans le rôle de la créature. Et pour la première fois, le film ose redonner à la créature une âme, une parole, un visage de douleur. Ce n'est plus seulement un cadavre réanimé, c'est un homme qui souffre d'être né. Depuis, d'autres adaptations ont suivi, des versions modernes, expérimentales, parodiques, de Frankenweenie de Tim Burton, tendre hommage à l'enfance, jusqu'à Penny Dreadful, où la créature devient poète et meurtrier à la fois. Chacune de ces versions raconte la même chose. Le monstre change, mais il nous ressemble toujours un peu plus. Parce qu'au fond, Frankenstein, ce n'est pas juste une histoire de science-fiction, c'est une histoire sur l'humanité, sur la peur d'être seul, sur la peur d'être rejeté, sur la peur d'avoir créé quelque chose qu'on ne comprend plus. Et c'est pour ça que le mythe continue de vivre aujourd'hui, parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire. Et oui, 2 siècles ont passé depuis l'écriture du livre, et pourtant Frankenstein continue de nous parler. Peut-être parce qu'on n'a jamais cessé de rejouer la même histoire. Aujourd'hui, nos laboratoires ne sentent plus la chair ni le formol. Ils s'appellent OpenAI, Neuralink, DeepMind. On crée toujours la vie, sauf que maintenant, elle est numérique. On façonne des êtres qui pensent, qui apprennent, mais qu'on refuse souvent de considérer comme conscients. Et si le monstre de Mary Shelley revenait aujourd'hui, il serait peut-être un algorithme. Un être né d'un esprit humain, condamné à exister sans savoir pourquoi. Mais au-delà de la technologie, Frankenstein reste un miroir de notre solitude. Il parle de ce besoin d'amour que le monde ne comble plus, de la peur du rejet et de cette culpabilité de créer sans aimer ce qu'on crée. Le roman de Mary Shelley posait déjà une question vertigineuse. Et si le vrai monstre, c'était le créateur? Cette question, on ne l'a jamais vraiment quittée, que ce soit dans nos laboratoires, sur nos réseaux sociaux ou dans nos œuvres d'art, on continue d'inventer des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que Frankenstein est un mythe vivant, pas un conte ancien, mais une allégorie de notre époque. Il parle de responsabilité, de solitude et de la frontière floue entre création et destruction. Et quelque part, c'est exactement pour ça que le film de Guillermo del Toro intrigue autant. Parce que s'il y a bien un cinéaste capable de rendre justice à cette humanité-là, c'est lui. Cela fait plus de 20 ans que Guillermo del Toro rêve de réaliser Frankenstein. 2 décennies à imaginer la créature parfaite, à chercher la forme juste pour parler de l'humanité à travers le monstre. Et quand on connaît son cinéma, on comprend pourquoi cette histoire lui colle à la peau. Depuis toujours, Del Toro raconte les mêmes choses. Des êtres rejetés, des créatures sensibles, des monstres tristes. Ses films sont peuplés d'amour impossible, de corps étranges, d'innocence malmenée par la violence du monde. Dans La forme de l'eau, par exemple, il faisait tomber amoureuse une femme privée de la parole à un monstre
amphibien. Dans le labyrinthe de Pan, il confrontait un enfant à la monstruosité des adultes. Alors, que peut bien donner Frankenstein sous son regard? Bah d'abord, moi, j'attends une vision profondément humaine. Pas un film d'horreur, mais une tragédie. Del Toro a déjà dit que son Frankenstein ne serait pas une histoire de peur, mais une histoire de filiation, de père et de fils, de créateur et de création. J'imagine donc un film où la créature, incarnée ici par Jacob Elordi, ne sera pas une abomination, mais un enfant abandonné, un être conscient, sensible, qui porte dans ses yeux toute la tendresse et toute la douleur du monde. Et sur le plan visuel, j'espère retrouver ce mélange de beauté et de grotesque qui fait la marque de Del Toro. Les décors gothiques, la texture du sang et de la pierre, la poésie dans la laideur, c'est ça que je cherche chez ce réalisateur. Un film où chaque plan respire la peinture, où l'ombre et la lumière se livrent un combat aussi vieux que le mythe. Et enfin, j'espère que Del Toro nous offrira un Frankenstein à son image, pas juste un monstre de foire, mais une créature pleine d'amour, d'incompréhension et de tristesse. Parce qu'au fond, Del Toro ne filme pas les monstres pour qu'on en ait peur, il les filme pour qu'on les comprenne. Frankenstein, c'est une histoire vieille de 2 siècles. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi moderne, parce qu'elle parle d'un monde qui crée sans réfléchir, qui façonne la vie sans assumer ce qu'il engendre. Elle parle d'un besoin d'amour dans un univers qui ne répond plus. Aujourd'hui, nos créatures ne sortent plus de laboratoires fous, mais d'écrans, d'algorithmes, de réseaux qui nous échappent totalement. Et quelque part, on continue tous à jouer les apprentis dieux. Alors, quand Guillermo del Toro dit qu'il veut adapter Frankenstein, j'y vois plus qu'un simple film de monstre. J'y vois la promesse d'un film sur nous, sur ce qu'on est en train de devenir, sur la beauté et la cruauté qu'on porte encore en nous. Et peut-être que cette fois, la créature aura enfin droit à un peu de tendresse. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Tout ça, c'est un énorme soutien. Et surtout, n'oubliez pas, le monstre, c'est souvent celui qui regarde. Allez, des bisous!